La semaine dernière, nous avons manifesté pour dénoncer donc ce qui se passe donc dans la région du Rif, avec les jeunes donc, du mouvement du 20 février, les diplômés chômeurs, les chômeurs qui se battent pour leurs droits et donc qui ont été réprimés avec beaucoup de violence. On a eu recours à des moyens militaires. La région a été coupée donc, des autres régions du pays. La semaine dernière, nous avons donc déploré le suicide de Amina, 16 ans, qui a préféré mourir parce que le Maroc de 2012 n'a rien à offrir à ses enfants, à part des lois d'un autre âge qui ne leur permettent pas d'être défendus quand ils sont victimes de la barbarie. Rien de plus barbare que de devoir vivre avec donc son violeur. Voilà, elle perpétue un petit peu ce qui est arrivé à Fedwa al-Arbi, qui le 24 février 2011 a préféré s'immoler par le feu parce que ses droits n'ont pas été reconnus en tant que mère célibataire. Elle a été aussi victime elle a eu un enfant de son violeur parce qu'elle a été violée très très jeune. Et cette femme, quand on a détruit son bidonville, elle n'a pas eu droit au relogement social comme tous les autres familles. Enfin, comme toutes les autres familles, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est vrai, dans le Maroc d'aujourd'hui. Et donc, pour le Marzan. Alors, pour voir justement cette situation, voir quelles sont ces lois qui posent problème, pourquoi donc les luttes continuent malgré tout ça. Donc, je vais inviter Nawal Gafsi à me rejoindre et Fouzia Hamami. Et on va commencer notre débat. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez bien éteindre vos portables, et comme ça, on ne sera pas perturbé dans notre débat. Alors, je donne la parole donc à Nawal Fawzi Gafsia, qui est donc notre ami qui a travaillé sur le droit civil donc en Tunisie en particulier, qui a fait une comparaison entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et on va voir quels sont les points communs, les différences, où nous en sommes. Merci, bonsoir. Alors pour être plus précise, j'ai essentiellement travaillé sur le code du statut personnel tunisien, sur les questions concernant le mariage et le divorce. J'ai étudié ces questions non pas d'un point de vue strictement juridique, dans le sens où je ne me suis pas contentée d'étudier tel article du code. J'ai étudié ce dispositif juridique par rapport au contexte social et aux visions que l'on peut avoir du droit selon que l'on ait une position, on va dire, laïcisante ou islamisante. Alors, pour revenir à l'actualité, s'agissant de la Tunisie, si vous avez suivi ce qui se passe régulièrement, vous avez des manifestations de femmes et d'hommes également pour la préservation de ce qu'on appelle les acquis de 1956, c'est-à-dire les dispositions qui figurent dans le Code du statut personnel promulgué en 1956 par Bourguiba, qui abroge la répudiation et la polygamie notamment. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, on va dire, plutôt du côté, qui se réclament d'une certaine tendance islamisante. Ils ne sont pas tous dans cette position-là, mais certaines personnes, on va dire, réclament une certaine application de la charia sans la définir, sans préciser ce contenant et quel est le contenu de la charia, mais tout en revendiquant la possibilité de revenir au régime qui prévalait avant 1956, c'est-à-dire la possibilité de répudier et rétablir la polygamie. Voilà, pour vraiment très simplifier énormément les choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces conflits entre ceux qui prônent une vision rigoriste, conservatrice du statut de la femme et ceux qui prônent plutôt une égalité entre l'homme et la femme et une certaine liberté de la femme, à travers les dispositions du droit, selon l'interprétation qu'on veut donner de la charia, parce que d'après moi et d'après aussi pas mal de jurisconsultes qui ont donné
une certaine vision de la charia depuis que l'islam existe et d'après certains juristes contemporains, la charia est une question d'interprétation du Coran et des hadiths, et lorsqu'on étudie de près le droit, l'histoire du droit en islam, il s'avère qu'en fait la charia n'existe pas en tant que corpus figé, monolithique, dans lequel sont fixées des normes établies pour l'éternité. Non, la charia, quand on étudie l'histoire du droit en islam, c'est une pluralité de pratiques, une pluralité de visions, et on ne peut pas donc donner une définition précise de ce qu'est la charia. Donc le code du statut personnel tunisien, donc inspiré par Bourguiba, et que Bourguiba lui-même s'était inspiré de Taher al-Haddad, justement, on vient de me le rappeler à l'instant, et effectivement, Taher al-Haddad était un jurisconsulte des années 30 pendant la période coloniale, qui avait donné, selon son interprétation de la charia, posé le principe de l'égalité entre l'homme et la femme, au nom du respect de la dignité, justement, de la femme, et dans un souci d'équité. Donc Bourguiba a repris, on peut dire, ce discours sur le recours à l'ijtihad. L'ijtihad est l'effort d'interprétation et de raisonnement des sources sacrées de l'islam, c'est-à-dire le Coran et le hadith, pour mettre en place donc ces dispositions concernant la suppression de la polygamie et de la répudiation, la limitation de l'âge au mariage pour éviter donc le mariage de mineurs, la nécessité de donner son consentement au mariage pour la femme et pour l'homme sans l'intervention d'un tuteur matrimonial. Et donc voilà. Maintenant, la question est de savoir si ces dispositions-là, jusqu'aujourd'hui, font l'objet d'une adhésion et d'une application stricte, tant au sein de la société que sur le plan judiciaire, c'est-à-dire de quelle manière les juges en Tunisie appliquent donc le droit de la famille tel qu'il est inscrit dans le code du statut personnel. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais juste pour vous dire qu'on peut constater une sorte de pluralisme des référents normatifs, c'est-à-dire que selon la position que l'on va défendre, le juge va s'inspirer d'une certaine interprétation de la charia ou alors des coutumes pour définir notamment ce qu'est la consommation du mariage, parce que la consommation du mariage est une autre étape de l'union matrimoniale qui produit des effets, sachant que le mariage en lui-même, uniquement avec le consentement, ne produit pas d'effet, il faut une consommation du mariage, et là le juge va s'inspirer de certaines dispositions de la jurisprudence islamique et de certaines coutumes. Il y a aussi la fameuse jurisprudence jusqu'en 2004 qui interdit le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. La Cour de cassation tunisienne en 2004 a validé le mariage d'une musulmane avec un non-musulman dans un souci de respecter la légalité entre l'homme et la femme en application de la Convention internationale pour la suppression de toutes les discriminations à l'égard des femmes, alors même que parallèlement vous avez une circulaire en Tunisie qui date de 1973, qui est toujours en vigueur, qui interdit les officiers d'état civil de célébrer les mariages en Tunisie d'une musulmane avec un non-musulman. Il y a eu un dernier progrès en 2010, c'est la possibilité pour les mères tunisiennes de transmettre la nationalité lorsque le père est étranger et que l'enfant est né à l'étranger. Bon, tout ça également pour vous dire que, s'agissant du consentement au mariage, certes, le code de statut personnel précise que la femme a le droit, enfin, la femme doit donner son consentement, c'est pas seulement qu'elle a le droit, elle doit donner son consentement pour que le mariage soit valide. En l'absence de consentement, il n'est pas valide. Mais jusqu'à présent, vous avez toujours des mariages arrangés en Tunisie où voilà, le mariage est toujours perçu comme une obligation et la famille va s'investir pour trouver un mari ou une femme donc, pour l'intéresser. Et il est souvent difficile pour les individus de s'imposer, de dire voilà je me marie avec telle personne et je me fous de ce que va dire ma famille. Non, la famille est très présente,
Elle représente un poids assez conséquent, elle fait partie intégrante, on va dire, du processus de formation du mariage. Alors maintenant, s'agissant de la comparaison avec le Maroc et l'Algérie, je ne vais pas vous donner de détails par rapport aux contextes sociaux des deux pays, puisque je n'ai pas eu l'occasion de les étudier, mais j'ai eu l'occasion en revanche de lire certains articles de journaux. Alors, depuis 2005, au Maroc, la bigamie est strictement réglementée, elle ne peut être autorisée que par un juge avec l'accord de la femme et si l'époux démontre bien qu'il va respecter le principe d'équité, qu'il va traiter ces deux femmes avec équité, toujours également là, dans la perspective d'interpréter la charia. En tout cas, c'est Mohamed Abdou, un égyptien jurisconsulte du 19e siècle, qui avait interprété un verset du Coran sur la notion d'équité entre deux femmes, entre les femmes, lorsque un homme veut épouser plusieurs femmes. Il en est de même pour la répudiation, elle est strictement contrôlée par le magistrat, et l'Algérie s'est rapprochée des réformes marocaines, sauf pour la question du tuteur matrimonial au moment où la femme doit donner son consentement au mariage. Au Maroc, l'article 34, il me semble, ou 24 du Code de la famille, la Moudawana, précise que si la femme veut un tuteur matrimonial, elle peut demander donc à un de ses proches d'être présent au mariage. Maintenant, est-ce que les femmes du jour au lendemain, en raison de cette réforme, vont dire à leur père « Ah non, papa, je veux pas que tu sois mon tuteur », alors que dans les représentations collectives, le père doit toujours être là. C'est toujours en fait cet écart entre le droit tel qu'il est proclamé et les pratiques, les coutumes. En fait, pour que une société évolue dans un certain sens, le droit ne suffit pas. Il doit y avoir des luttes continues, il doit y avoir des revendications, il doit y avoir une révolution au niveau des mentalités, au niveau des mœurs. Et avec les révolutions arabes, je pense qu'on peut avancer dans ce sens-là, parce que la révolution, par exemple, en Tunisie, c'est pas seulement une révolution contre un régime autoritaire, c'est aussi une révolution pour l'affirmation de soi, de notre individualité et de notre envie d'être libre. Voilà. On fera un débat pour développer si vous voulez. Merci Nawal. Donc, pour ne pas donc interrompre le fil de la discussion, donc je vais passer tout de suite la parole à Fouzia Hamami. Et puis, je vais dire un petit mot parce que nous fêtons donc une occasion très importante pour la lutte du peuple marocain pour la liberté aujourd'hui, mais je le ferai tout à l'heure. Merci. Bon merci déjà Nawal pour ces éclaircissements. Voilà, moi j'ai envie d'enchaîner tout de suite, suite à ce que tu viens de dire, par la lecture d'un poème écrit par Saïda Mnabhi. Saïda Mnabhi qui est décédée dans les geôles marocaines. Donc une combattante qui était justement en lutte. Tu disais tout à l'heure les femmes en lutte. Les femmes ont toujours lutté, au Maroc en particulier, pour acquérir leurs droits. Donc voilà, rappelle-toi, camarade, rappelle-toi cette nuit-là, cette première nuit en prison, semblable à celle-ci, du 10 novembre 1979. Lorsqu'à 8 h du matin, nous avons déclaré une grève de la faim, rappelle-toi. C'était le 23 mars 1976. Les chiens de garde ont fini leur travail et c'est en prison qu'ils nous ont envoyés. Quelle journée de deuil, de sang, de répression pour tous ceux qui savent que nous voulons la révolution. Te souviens-tu qu'ils nous avaient tout enlevé, qu'ils nous avaient fouillé jusqu'au sang pour lui arracher sa résistance, jusqu'au cœur pour l'amputer de ses organes. Où se trouve cette vie? Où loge notre patrie? Voilà, donc
Saïda Mlabi qui a écrit donc des poèmes au fond de sa geôle et donc des témoignages très vibrants des luttes des femmes, donc des luttes qu'elles ont toujours menées. Et donc concernant les mouvements des femmes marocaines, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces luttes ont toujours existé dès les années 50. Alors, dès les années 50, par les premières militantes, l'Akhawat Safa. Ces pionnières qui revendiquaient que le divorce soit judiciaire et que les femmes puissent jouir des mêmes droits au sein de la famille. En 1958, le code du statut personnel voit le jour et il est marqué par une conception très hiérarchique des rôles où la femme est un être soumis à l'autorité de l'époux, celui-ci se devant donc de l'entretenir. Donc ce texte-là était un texte sacré. Donc il n'y avait pas, tout à l'heure tu disais Nawel, la sacralité des textes saints, etc. Ce texte-là qui régissait toutes les lois dans le code du statut personnel était immuable sur plusieurs années. Et grâce aux luttes menées par ces femmes, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait, grâce à la mobilisation, grâce à la lutte, etc., on pouvait remanier ces textes. Il y a eu plusieurs tentatives, donc en 1961, 1968, puis en 1982, et ce n'est qu'en 1993 que cette sacralité de cette loi allait être enlevée, donnant lieu à une réforme mineure, celle de donner le droit à l'information aux deux épouses en cas de polygamie. C'est-à-dire quand l'homme veut se remarier, il est obligé donc d'avertir sa femme ou du moins de l'en informer. Et, vous voyez que c'était pas gagné, hein, bien qu'il y a eu des remaniements, mais c'était pas gagné. Il restait encore à faire. Donc l'homme était toujours capable de se remarier, même s'il en avisait sa femme. Voilà. Ensuite, concernant la garde des enfants. Donc la garde pouvait être jusqu'à ce que... Et là, je ne sais pas, Nawel, tu peux m'éclairer sur cette question parce que bon, moi je ne suis pas spécialiste sur la question, je suis d'un milieu associatif, vous l'avez compris, mais c'est vrai qu'on réfléchit, on essaie de comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, je reviens donc à la garde de l'enfant, c'est jusqu'à 7 ans. La femme pouvait avoir la garde de l'enfant jusqu'à 7 ans. Au-delà, c'est, voilà, on pouvait lui enlever son enfant et le donner au père, même s'il ne s'en occupait pas. On se souciait guère de savoir si l'enfant était bien traité, etc. Ensuite, il y avait la question de la tutelle pour les filles. Donc on a pu obtenir à ce moment-là que les orphelines puissent avoir un tuteur qu'elle choisirait. Hein, donc elle pouvait choisir un tuteur, mais pas pour les femmes ou filles qui avaient leur père. C'est-à-dire même si elles avaient 40 ans, elles devaient, enfin les autres femmes, hein, pas les orphelines, elles devaient avoir un tuteur. Ce qui était quand même, par rapport à cette loi qui autorisait les orphelines à choisir un tuteur, par rapport à cette loi, il y avait une discrimination faite aux autres femmes, qui elles, même à 40 ans, devaient avoir un tuteur, qui les représenterait en cas de mariage. Alors, en partant de là, et grâce à la ténacité des mouvements féministes au Maroc,
D'autres avancées, bien que timides, ont eu lieu, notamment en 1998 avec le plan national d'intégration des femmes au développement, le PANFID, le fameux PANFID, où la question sociale et le statut de la femme devaient être les priorités du gouvernement d'alternance, déclinées en 4 volets: éducation, santé, pouvoir économique et statut juridique. À savoir donc l'élévation de l'âge au mariage, l'abolition de la tutelle, le divorce judiciaire et la réglementation de la polygamie, le partage des biens acquis pendant le mariage. Ce projet reste encore longtemps figé. Les féministes étaient traitées à ce moment-là avec mépris quand elles revendiquaient leurs droits, etc. Et donc, alors, à ce moment-là, on avait 2 conceptions de la famille. Une famille se revendiquant moderne, qui donnerait droit à la femme, et l'autre famille, plutôt conservatrice, garante des traditions, etc. Donc on était face à cette problématique, reléguant donc toujours la femme à son rôle de génitrice et de garante de la cellule familiale dans une société, vous l'avez compris, patriarcale, intolérante vis-à-vis de l'émancipation de la femme. Et ce n'est qu'en 2001, avec les 2 marches qui étaient décisives, la marche à Casablanca et à Rabat, qui a donné lieu donc, à une commission consultative chargée de la réforme du statut personnel. Et donc là, les associations ont pu se développer et exiger des réformes. Alors, les différents mouvements féministes au Maroc, forts de 20 ans de lutte, ont pu acquérir quelques droits, ont pu donc à ce moment-là former le collectif du Printemps de l'égalité, ayant choisi de s'appuyer sur des parcours vécus de grandes figures emblématiques comme Samira, Fatna, Kenza et Yamina, qui, par le biais des récits de leur propre vie, ont pu sensibiliser l'opinion publique, et donc la population pouvait se retrouver par le biais de ces récits et se sont reconnus en fait la condition de la femme était vraiment reconnue dans les citoyens lambda, et ont donc adhéré à ces revendications et ont pu accompagner ces mouvements revendicatifs, qui étaient très structurés par la suite, étant donné que certains partis politiques, au nombre de 14 quand même, ont pu adhérer à ce collectif, le collectif donc, du Printemps de l'égalité qu'on a appelé. Et donc, par le biais donc, d'une stratégie bien structurée, au point de vue communication, par des tracts, des affiches, etc. Et là, le mouvement a pu donc faire son cheminement. Ça a donné lieu à des sit-ins, à des grèves, etc. Bon, je ne veux pas trop vous... j'ai préparé tout un... Mais bon, étant donné que Nawel a été bref, je vais l'être aussi, quitte à amputer mon exposé. Voilà, donc en gros, simplement pour dire que la femme maghrébine a toujours lutté pour acquérir ses droits, et c'est pas terminé. Actuellement, donc, avec les révolutions arabes, nous avons vu le rôle de la femme au cœur de ces révolutions. Vraiment, nous, en tout cas, femmes de l'immigration, on est fiers d'appartenir
d'avoir des origines et d'appartenir à ces femmes, enfin, à cette oui, voilà, donc à ces femmes qui nous représentent en fait dans leur lutte et qui font écho au plus profond de nous-mêmes. Alors, par contre, alors simplement, je voulais juste souligner que malgré tout cela, malgré toutes les luttes qu'elles ont pu entreprendre au sein de ces révolutions, nous avons l'impression qu'elles sont invisibilisées. On ne parle pas assez du rôle de la femme au cœur de ces révolutions, notamment en Tunisie. Alors qu'en Tunisie, la femme a joué un grand rôle. Revendicatif, elle était dans la rue, etc. Voilà, donc pour le Maroc, nous avons aussi les femmes qui sont partie prenante au cœur du mouvement du 20 février. Et là aussi, elles jouent un rôle prédominant, je dirais. D'ailleurs, on a une preuve vivante aujourd'hui, Fatima, donc l'organisatrice, et dont on salue d'ailleurs le travail. Voilà. Donc je vous remercie. Je ne veux pas être... Merci Fouzia. Je voudrais juste revenir sur ce que tu nous as dit, parce que tu as parlé de Saïd El-Nebri. Saïd El-Nebri, il faut le rappeler, c'est le symbole donc, de la femme qui s'est engagée politiquement donc, pour le changement, pour la révolution, pour les droits politiques, syndicaux et pour la libération donc, de la femme au Maroc. Je rappelle qu'elle est morte quand même à la suite d'une grève de la faim, au bout de 45 jours de grève de la faim dans les prisons marocaines, comme l'a souligné donc, Fouzia, avec son groupe qui était emprisonné donc, pour des raisons politiques. Voilà, donc, et malheureusement, ça continue au Maroc, à l'heure où nous parlons. Donc, un groupe d'étudiants est en train donc, de mener une grève de la faim. Et nous sommes très inquiets à propos donc, de Asdin Larossi. C'est un jeune étudiant qui est aujourd'hui à son 75e jour donc, de grève de la faim. Sa situation est très alarmante avec donc, le groupe d'étudiants qui mène aussi cette grève de la faim. Je rappelle aussi que beaucoup de citoyens, beaucoup de jeunes ont été arrêtés à la suite donc, des manifestations du mouvement du 20 février. Bien sûr, les arrestations ne se sont jamais arrêtées, donc ça a continué donc, tout au long. Mais les militants du mouvement du 20 février, toute la jeunesse marocaine, des jeunes d'ailleurs et des moins jeunes, donc, qui donc, manifestent pour les différents droits que donc, nous ne possédons pas, pour lesquels il faut continuer donc, à lutter. Donc sont emprisonnés. Il y a eu des peines très importantes pour les jeunes du Nord, donc de la région du Rif, de Aït Bouayash. Et comme le rappelait aussi le poème de Saïd El-Nebri, nous commémorons aujourd'hui le 23 mars 1965, où donc les jeunes, les plus jeunes donc de la jeunesse de Casablanca donc est sorti dans des manifestations monstres contre des réformes de l'enseignement qui pose un gros problème au Maroc puisque nous sommes quand même un des pays où le taux d'analphabétisme est le plus important donc du monde à cause donc de ces politiques donc d'enseignement qui se sont succédées au Maroc. Et plus particulièrement les femmes, puisque donc dans le milieu rural, et les femmes en particulier, donc atteignent des taux d'alphabétisation en 2012 qui donc s'approchent de 70%. C'est quand même énorme. Et voilà, donc la jeunesse de Casablanca donc, est sortie le 23 mars 1965 pour réclamer donc un certain nombre de droits. Elle a été rejointe par la population pour manifester contre la vie chère. Dans le film, on a un petit peu parlé des conditions donc, de travail qui sont très difficiles, les conditions des salaires et tout ça. Et donc Hassan II, qui était donc le roi du Maroc à l'époque, avait choisi de tirer donc sur la foule, de tirer sur les manifestants. Donc ce massacre avait fait plus de 1000 morts à Casablanca. Et donc nous saluons la mémoire donc, des martyrs du peuple marocain et de la jeunesse marocaine donc, qui continue à lutter, comme l'a rappelé donc, Fouzia. Donc le mouvement du 20 février donc, a un rôle très important à jouer. Et les femmes, bien entendu, jouent un rôle très important. Alors je pense qu'il est temps d'ouvrir un petit peu le débat avec la salle et on aura l'occasion de revenir sur d'autres points.
Je vais réagir sur la question de la sacralité à propos du code du statut personnel marocain qui était présenté comme un texte sacré parce qu'il contiendrait des références à une jurisprudence islamique et qui est elle-même une interprétation du Coran, jurisprudence qui a traversé des siècles, qui correspond en fait à l'interprétation d'un jurisconsulte donné à une époque donnée qui lui-même a fait l'objet, c'est-à-dire que ses travaux ont fait lui-même l'objet d'interprétation par un autre jurisconsulte. Maintenant, lorsqu'on étudie de près, en prenant du recul par rapport à cette notion de sacré, en quoi c'est sacré lorsque l'être humain, par sa réflexion, intervient pour interpréter donc le Coran et les hadiths. En fait, pour moi, il n'y a pas de jurisprudence sacrée puisqu'elle est le fruit du travail humain. Et la preuve, c'est que le code du statut personnel a fait l'objet de nombreuses réformes. Et autre chose, ce qui est intéressant à voir, c'est comment qualifier un code de sacré, alors même que, toujours en étudiant l'histoire du droit dans les pays du Maghreb, et en particulier la période coloniale, l'administration coloniale, là on revient à la question de la colonisation, on l'a vu dans le documentaire avec ce traitement colonial des Marocains par ces grosses sociétés françaises qui a dépossédé, dépouillé les Marocains de leurs propres terres et de leurs propres ressources. Il s'est passé le même phénomène pendant la période coloniale où l'administration coloniale a dépossédé, on peut dire, les Marocains, Algériens, Tunisiens de la possibilité de réfléchir de manière sereine et posée, sans conflictualité, sans opposition sans opposition frontale, on va dire, entre elles, la possibilité donc de réfléchir d'une manière posée sur la manière dont la charia doit évoluer de manière endogène. Je m'explique. L'administration coloniale a empêché par son intervention les indigènes, entre guillemets, de produire du droit local, on va dire, à partir des référents historiques ou des besoins de la société, des intérêts de la collectivité ou des intérêts individuels. L'administration coloniale est venue avec des référents normatifs, avec une conception du droit qu'elle a cherché à imposer donc, aux indigènes. Et en réaction, les indigènes ont frontalement refusé d'accueillir ces systèmes juridiques parce que considérés comme allant à l'encontre de l'identité nationale et culturelle. Et pour moi, à mon sens, le fait qu'il y ait eu cette colonisation, ça a empêché le droit d'évoluer de manière sereine. On est toujours dans ce conflit actuellement à cause justement, pour moi, c'est l'administration coloniale qui est pour beaucoup. Et l'administration coloniale, qu'a-t-elle fait ? Elle a participé à la codification de la charia. En Algérie, il y a eu le code Moran. En Tunisie, le code Jahed. On présente ça comme des codes tunisiens. Pardon ? Excusez-nous, il y a quelques exemples. Il y a un Jahed TV ici. Oui, Jahed, en fait, c'était un jurisconsulte qui avait, sous la pression de l'administration coloniale, élaboré un code. Pourquoi ? Parce que l'administration coloniale, en vue de contrôler les indigènes, en vue de contrôler les normes qui régissent les rapports sociaux des indigènes, a imposé l'élaboration d'un code. Le résultat, c'est le fait que la charia, plutôt que d'être comme elle a toujours été un droit, on va dire, éparse et changeant selon les contextes, l'administration coloniale a participé à la fixation, au fait que c'est devenu un droit figé. Et donc, on l'invoque, on le présente comme étant un texte sacré à travers la codification, alors que c'est le fruit même d'une importation d'un système de valeurs et un système juridique inspiré du code civil. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais vous pouvez poser des questions. Alors la parole à la salle.
Bon, bah, je pense que je vais commencer par une introduction, moi-même, après je passe la parole. Alors, je remercie d'abord les deux intervenantes et notre animatrice du mouvement du vin. Et aujourd'hui, en fait, c'est la commémoration d'un grand événement qui est le 23 mars et dont les femmes ont été un acteur majeur, notamment les élèves, les étudiants, tout le peuple marocain. Alors, les interventions, bon, c'est vrai, nous luttons pour les libertés et pour les droits des femmes, notamment vis-à-vis du code de la famille. Mais moi, en fait, je voudrais mettre la souffrance de la femme au niveau global, dans le contexte social actuel. Ça veut dire les souffrances de la femme vont au-delà des libertés, au-delà du code de la famille. Parce que là, par exemple, là, le film m'a interpellé. On montre des femmes ouvrières, des paysannes qui subissent une exploitation et des souffrances au quotidien. Saïd Ambi, d'ailleurs, l'a rappelé. Aujourd'hui, le rôle la souffrance de la femme s'accompagne à celle de l'homme. Ça veut dire la libération de la femme, à mon sens, est conditionnée par la libération de toute la société marocaine, de toute la structure qui existe dans ces pays, soit le Maroc ou en Tunisie. Une autre question par rapport à la charia. Là, tout à l'heure, on parlait de la femme, mais toujours en liaison avec la charia et l'interprétation de la charia. Alors, est-ce que, à mon sens, il vaudrait mieux parler de la femme et éviter en fait d'inclure la religion dans ce débat? Parce que la religion a été toujours instrumentalisée par ces régimes pour exploiter la femme. Alors pourquoi ne pas lutter pour la laïcité et laisser la religion de côté, que ce soit personnel, et luttant pour la femme en tant luttant pour le droit de femme en tant que femme, et aussi pour la femme en tant que mère. Parce que la femme aussi, elle a sa particularité d'être mère. Elle a des droits en plus. Voilà, c'était mon intervention. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Salam alaikum, bonsoir. Je voudrais en fait m'adresser à Fozia Amani, au niveau du Maroc. Que pensez-vous de la Moudawana? Est-ce que vous pensez qu'il y a une réforme qui devrait être faite, notamment au niveau de l'abolition de la polygamie, des mariages des mineurs? Donc là, je fais référence au suicide de Amina Al-Filali. Ne pensez-vous pas que le plus gros problème est également au niveau de la mentalité qui régit l'environnement et qui force en fait ces filles à se marier à cause d'une pression familiale? Si une loi existe, ne devrait-elle pas s'appliquer d'abord ou sanctionner la famille, les parents qui obligent les filles à se retrouver dans cette situation? Merci. تحية نضالية للحضور الكريم وتحية نضالية الأساتذة المحاضرات. السؤال المحير وهو المرأة كما قال الشاعر لأم واحدة وأب لا أدري. في إطار هذا النظام لا ديمقراطي لا شعبي، وهذا النظام هذا المستحوذ وهذا النظام الكاسر وهذا النظام هذا، هل تنال المرأة حريتها؟ ونظرا أن النظام المغربي لم يعطي وعودا للمناضلة المنبهي ولا ناجية ولا الرافقة فدوى، لم يقدم لهم اعتذار. وفي إطار هذه الحكومة الإسلامية التي لم توظف ولو إلا وزيرة واحدة في 36 أو 37 وزيرا، هناك وزيرة واحدة وتحية نضالية.
je ne sais pas, il faut traduire peut-être la question. Voilà. Donc l'intervenant pose la question comment donc le régime actuel, avec donc toutes les exactions donc qu'il impose au peuple marocain, peut-il apporter donc des réponses à la question de la femme et affirmer ses droits. Ce régime doit s'excuser pour le martyre de Saïd El-Bebri, pour le décès donc de Amina et de Fedwa, et pour toutes les autres. Et le gouvernement marocain, qui est un gouvernement islamiste, il ne possède qu'un seul ministre sur une trentaine de ministres, et donc c'est en plus un retour en arrière. Voilà, si j'ai bien compris. Une seule ministre femme sur une trentaine de ministres. J'ai une petite question à notre amie tunisienne. La révolution tunisienne a fait parler d'elle. On en a espéré beaucoup. Ma question est, aujourd'hui, les femmes qui en ont tant espéré, qu'ont-elles reçu, qu'ont-elles eu, et où elles en sont aujourd'hui de leur combat? Est-ce que cette révolution n'a pas amené un recul sur un certain nombre de leurs acquis? Où on en est? Si vous pouvez nous éclairer. Oui, moi je voulais intervenir sur deux points. Je ne sais pas si c'est la bonne porte d'entrée de discuter des droits de la femme en termes de laïcité ou de charia. Je m'explique pourquoi. On est dans un pays laïque, ici en France. On est dans un pays laïque, il n'y a pas de charia. Et pourtant, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Voilà. Pour le même travail, il y a un salaire différent. Les conditions de travail, de temps partiel imposé, ce n'est pas les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Une femme meurt tous les 3 jours en France. D'accord? Partage du travail domestique, il est loin d'être égalitaire. On est dans un pays laïque. Donc la question, la laïcité, alors, pour qu'il n'y ait pas de faux débat, moi je suis quelqu'un de laïque. Hein, et je suis pour la laïcité, y compris dans nos pays. Hein. Mais prendre le prisme de la question du débat, de l'émancipation des femmes, uniquement sous l'angle de la laïcité, ou de la charia, ou d'autres choses, je pense que ça ne permet pas de régler une série de problèmes. Hein, qui sont comment on lutte contre le patriarcat. Ça peut être des outils, je pense, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, se pose la question, c'est vrai ce qui a été dit sur Saïda, sur les luttes des femmes, elles n'ont pas commencé aujourd'hui, ça fait depuis longtemps, depuis toujours, depuis qu'il y a une oppression. Bon. Maintenant, la vraie difficulté qu'on a, c'est que dans les mouvements féministes dans nos pays, ça reste malgré tout des mouvements féministes qui ne rassemblent pas réellement l'ensemble des femmes. Les ouvrières qu'on a vues tout à l'heure, elles sont conscientes de leur oppression de femmes, elles expliquent très bien. Elles expliquent qu'elles sont exploitées comme ouvrières, mais elles expliquent en plus qu'elles sont surexploitées et discriminées parce qu'elles sont aussi des femmes. Il y a l'harcèlement, il y a le fait qu'on exige plus d'elles en termes de productivité, les conditions sont encore plus dures, etc. etc. Mais il n'y a aucun mouvement féministe, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en Algérie, ni au je ne sais pas quoi, qui est capable d'organiser ces femmes-là. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'il n'y aura pas d'émancipation des femmes, uniquement, ça ne se limite pas à avoir un nombre de femmes dans les parlements ou de changer les lois. C'est comment on lutte contre le patriarcat à tous les niveaux de la société. Et même des mouvements comme le mouvement du 20 février, par exemple, sur la question de l'égalité homme-femme, hein, ça a été repris quand? Pas au début, pas en février, pas en mars, pas en avril, pas en juin, après le départ des islamistes. Donc il n'y a pas si longtemps, et encore il y a le slogan, et ensuite c'est comment ça se passe réellement sur le terrain. Et là il y a du progrès, parce que, bon, il y a beaucoup d'hommes qui parlent sur une soirée de femmes, ça c'est l'habitude, hein, on est tous modelés par ça, mais il y a un progrès, parce que dans la tribune il y a 3 femmes. Mais on peut encore aller au Maroc, voir des réunions sur le 8 mars, je vous assure, ce n'est pas des femmes qui parlent des droits des femmes. Donc ça, il y a des vrais problèmes sur lesquels il faut réfléchir. Et voilà. Et puis, je finis sur un point. Alors ça, c'est une discussion, les droits des femmes en tant que mère. Bon, alors la mère, chez nous, dans notre culture, c'est beaucoup de choses. Mais par exemple, le droit à l'avortement, le droit de choisir son enfant, quand je veux. Ça, allez chercher dans les plateformes des mouvements féministes, vous ne trouvez pas. Et ça, c'est le droit de la femme.
Parce que avant d'être maire, on est une femme et on est une personne. On a le droit de choisir si on décide d'être maire ou pas. Et ça, par contre, le mouvement féministe dans nos régions n'en dit pas quelque chose. Et je termine là-dessus par rapport à ce qu'a dit le copain. C'est vrai, non, le problème, c'est deux choses. On a comme adversaire le régime, et il n'y aura pas de changement de la situation des femmes de démocratie sans que le régime tombe. Mais ça ne suffira pas qu'il tombe. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une lutte sur cette oppression spécifique, hein, parce qu'Amina, je suis désolé, hein, je veux dire, c'est quelqu'un du peuple qui l'a violée. Voilà. Même entre ouvriers, je veux dire, il peut y avoir des relations de domination, etc. Donc, s'il n'y a pas une lutte spécifique sur les questions d'oppression, eh ben, c'est pas parce qu'il y aura la révolution que ça va régler tous les problèmes. Il faut qu'il y ait les deux. Une révolution et un mouvement autonome des femmes. Bonsoir. Je souhaiterais juste réagir par rapport à la dernière intervention. Je pense que probablement la porte d'entrée de ce type de débat probablement n'est pas forcément l'entrée par ce qu'on appelle généralement la laïcité, que j'appellerais moi plutôt le sécularisme. Et je comprends pourquoi on a des hésitations à voir ce port d'entrée, parce qu'en général, dans le monde arabe, on est allergique à ce type d'entrée, parce qu'on craint toujours des réactions, notamment ce qu'on appelle communément le peuple. Il me semble que si ce n'est pas une condition nécessaire, suffisante, c'est une condition nécessaire d'avoir ce type d'entrée. Pourquoi ? Parce que le patriarcat, comme vous l'avez dit si bien, se légitime, et comme ça a été dit par une des intervenantes, se légitime d'abord de l'interprétation religieuse, de l'interprétation du sacré. Et par conséquent, il faut absolument avoir ce type d'entrée nécessaire, parce que lorsque vous regardez, par exemple, ce qui a été un peu corrigé au Maroc, en Tunisie, mais pas dans les 20 pays arabes, lorsque vous regardez, par exemple, le droit de la nationalité, vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a encore 20 pays arabes où la femme arabe ne peut pas donner la nationalité à ses enfants. Et elle se légitime de quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore en Jordanie entre 30 000 et 40 000 femmes dont les enfants sont des parias, comme ça a été le cas au Maroc, avant l'Islah al-Mudawwana. Donc je veux dire par là, et ça me paraît très important, l'entrée par le patriarcat, il serait temps qu'on ait le courage de le faire, même si ça crée une certaine allergie. Pourquoi? Parce que les hommes se légitiment par le patriarcat, qui lui-même se légitime par l'interprétation de la charia al-islamia, et donc par cette fameuse sacralité. Et donc la déconstruction de ce patriarcat passe par la déconstruction de cette fameuse charia qui s'est accumulée au fil des temps. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Alors c'est vrai que comparaison n'est pas raison. On compare avec la France. Mais la France, contenant du fait que depuis 1946, malgré toutes les réformes qu'il y a eu, on arrive encore à avoir à peine 20 ou 30% de femmes au Parlement, il a fallu modifier la Constitution française pour que les femmes puissent avoir la parité, ce qui n'est toujours pas le cas. Par contre, à la différence, nous, dans les pays du Maghreb et le monde arabe, il est absolument nécessaire de déconstruire cette sacralité. Si on ne déconstruit pas cette sacralité, la question de la femme sera toujours gérée d'une manière dite sacrale. Et la preuve, comme vous le savez, la Mudawwana n'a pas été si loin, puisqu'aujourd'hui encore, nous tous, en tant que parents, en tant que pères, demain, concernant l'héritage, si vous avez un garçon ou une fille, et surtout si vous les avez élevés d'une manière égalitaire, et surtout si vous avez des jumeaux, un garçon et une fille, et vous avez tenté de les élever sur le même pied d'égalité, ce qui est mon cas, eh bien demain, si je ne vais pas chez l'Adoul
décider qu'ils aient la même part égale, et que Dieu m'en préserve pour l'instant, je décède avant que ça que je fasse, eh bien, il sera décidé que la moitié sera donnée à ma fille. J'ai tenté pourtant de l'élever dans un pied d'égalité. On peut, de vivant, si on peut le faire, on peut l'écrire, je l'ai fait. Donc, mais je veux dire que nous avons encore cette entrée nécessaire pour déconstruire. Et les hommes ont une responsabilité dans cela. Nous avons une responsabilité majeure, parce que, surtout lorsqu'on se déclare dit de gauche, et qu'on souhaite faire la réforme. Et c'est vrai que lorsqu'on est de gauche, on parle beaucoup de la femme, mais souvent, ça a changé maintenant, mais dans les années 70, dans les réunions quand on parlait de femmes, c'était essentiellement 90% d'hommes qui parlaient. Heureusement, aujourd'hui, ça a changé. Mais il est absolument nécessaire, aujourd'hui, je peux parler sans micro, il est absolument nécessaire aujourd'hui de changer la donne, comme vous l'avez dit si bien, changer la grille de lecture. Et la grille de lecture passe en disant, aujourd'hui, nous sommes en peine à la moitié du chemin. Il faut absolument que ce code de la famille, nous avons l'opportunité malheureuse, par rapport à ce qui s'est passé concernant la jeune fille qui a été violée et qui s'est suicidée, nous avons une opportunité majeure de saisir l'occasion, parce que ce gouvernement est sur la défensive, parce que le PJD est sur la défensive, d'aller de l'avant et de demander un changement radical de ce code de la famille qui est aujourd'hui une honte dans un certain nombre de pays, et notamment au Maroc. Merci beaucoup. On va peut-être laisser l'occasion aux intervenantes pour répondre à cette série de questions, et on peut enchaîner, tel est leur souhait. Sinon, je voudrais juste dire deux mots par rapport à ce que vient de dire le dernier intervenant. C'est vrai qu'il faudra saisir donc l'occasion historique qui a été créée. Je rappelle que aujourd'hui et le 25 mars, donc dans 2 jours, on a une journée d'action nationale. Le mouvement du 20 février appelle à une journée nationale qui est sous le signe de la défense de l'égalité et des droits des femmes. Alors j'invite tout le monde à rejoindre le mouvement du 20 février, parce que c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose ce 20 février 2011, il s'est passé quelque chose depuis l'immolation par le feu de Bouazizi en Tunisie. Il faudra qu'on saisisse l'occasion historique. Il faut renforcer le mouvement pour qu'on ait de l'avant. Il aurait fallu qu'on manifeste nous aussi à Paris, on n'a pas pu le faire, parce qu'il faut aussi le dire. Les forces deviennent de plus en plus s'affaiblissent, donc il faut renforcer le mouvement et aller de l'avant pour qu'on puisse réaliser des choses. Alors je donne la parole à Nawal Garcia pour qu'elle réponde à cette première série de questions. Oui, aux questions qui ont été posées concernant la porte d'entrée, pour reprendre l'expression qui a été utilisée pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les luttes des femmes, bien évidemment que ce n'est pas le droit qui va changer une société. D'ailleurs, c'était l'objet même de mon intervention tout à l'heure. Et moi-même, en tant que juriste, je peux vous dire que ce n'est pas le droit qui change la société, que ce droit est un fondement religieux ou qui se veut laïque. Parce que dans tous les cas, nous sommes dans le cadre du discours. Il y en a qui prônent la charia, l'autre qui prône la laïcité. Et je vais vous dire, peu importe, ce qui compte, c'est assurer l'égalité entre tous les citoyens, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, et entre les hommes et entre les femmes, d'assurer la dignité, la liberté, et peu importe qu'il y ait un fondement religieux ou pas, tant que la dignité, l'égalité et la liberté est assurée. Que la religion soit présente ou pas pour justifier telle norme ou pas, peu importe. Mais maintenant, est-ce que c'est la norme qui va changer les rapports sociaux? Non, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la fin de mon intervention. Il faut lutter tous les jours au sein même des familles. La lutte, elle commence au sein même des familles. Il ne s'agit pas de donner des recettes de cuisine pour dire voilà comment il faut lutter. C'est un processus, c'est un mouvement qui s'inscrit dans la continuité. Donc maintenant, s'agissant de la question de savoir où en est la situation de la femme en Tunisie,
Personnellement, moi je vis ici en France, je lis un peu ce qui se passe à travers les journaux et Internet, et sur le plan du droit, il n'y a aucun changement, mais par contre, au niveau des discours, comme je l'ai indiqué, il y a ceux qui prônent l'abrogation de certaines dispositions du Code du statut personnel, ou ceux qui veulent le port du voile pour tous, et puis ceux qui se disent laïcs et qui ne veulent plus aucune référence à la charia. Mais bon, là on est toujours dans le discours. L'essentiel, c'est d'œuvrer tous les jours pour plus d'égalité, plus de liberté et plus de dignité. Ce qui se passe en Tunisie, c'est un processus. Il n'y a pas de changement flagrant. Et il y a une vigilance, en tous les cas, c'est ce que je constate, une vigilance au quotidien, puisqu'il y a des manifestations tous les jours. Aujourd'hui en Tunisie, s'il n'y a pas de manifestation, c'est bizarre. Tous les jours, il y a une manifestation. Donc ça, je trouve ça merveilleux, c'est très émouvant. Depuis le 17 décembre, on vit dans l'émotion quotidiennement, et l'émotion a atteint son apogée le 14 janvier avec le départ de Ben Ali, et aujourd'hui, tous les jours, il y a des revendications, que ce soit les ouvriers, les femmes en tant que telles, pour préserver leurs droits, et on verra ce que la constituante va adopter. Et voilà. Je passe la parole à Foudia. Merci. Donc, voilà, donc je voulais répondre à la jeune fille qui m'a interpellée concernant la Moudawana. Bien sûr, la Moudawana, il y a eu beaucoup d'avancées, mais je reviens aussi à l'application de certaines lois, notamment l'article 475 qui est à abolir. On a vu avec l'affaire Amina Filali, où est-ce que cet article du code pénal l'a emmené. C'est-à-dire, elle s'est donné la mort suite à l'application de cet article. Et bien sûr, les femmes doivent se mobiliser. Tout à l'heure, monsieur disait que on ne peut réussir que par les luttes des femmes elles-mêmes. Il y a des femmes qui luttent, bien évidemment. On l'a vu d'ailleurs lors de certains passages du film, où les femmes, il y a des choses. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui ont été faites. Au contraire, les femmes sont bien présentes, elles luttent. Les passages qu'on a vus nous ont montré que y a des mouvements qui se forment, des femmes qui vont se syndicaliser. Elles cumulent précarité, misère, etc. Mais c'est pas pour autant qu'elles se laissent abattre. Bien au contraire, dans leur situation, elles vont de l'avant, elles veulent obtenir, arracher, je dirais même, des droits, et elles se syndicalisent. On a vu comment d'ailleurs elle disait que malgré quand on ne les laisse pas travailler, et elles ont besoin de travailler parce qu'elles sont dans une précarité telle qu'elles ne peuvent pas se payer le luxe de ne pas travailler. Bon, ça se passe au Maroc. Voilà, il faut voir tout l'environnement, la misère autour, etc. Et là, ce qui nous interpelle, c'est le désintéressement de l'État dans des bourgs comme, je rappelle-moi juste, Aït Bouayesh, voilà. Dans un bourg comme Aït Bouayesh, l'État n'est pas présent. Il y a des sociétés étrangères qui s'accaparent toutes les richesses, etc. Non seulement les richesses, mais aussi la force vive. On épuise ces femmes au labeur. Ces femmes qui sont, à mon sens, des femmes émancipées. C'est des femmes qui n'attendent pas que les maris subviennent à leurs besoins. Elles vont de l'avant, elles travaillent.
elles gagnent leur vie par la force de leurs bras. Et c'est un bel exemple d'émancipation pour moi, en tout cas. De lutte aussi. C'est des femmes qui sont battantes, qui se syndicalisent, bien qu'elles sont dans une situation, je disais tout à l'heure, qu'elles ne peuvent pas se payer ce luxe-là. Mais elles se politisent, elles se syndicalisent et elles sont dans des mouvements de lutte. Et on ne peut qu'admirer ces femmes. Maintenant, concernant la laïcité, et concernant nous ici, etc. Bien sûr que ça nous touche. Tout ce qui se passe au Maghreb, ce sont enfin, c'est par ricochet, les lois qui sont